Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais annuellement qui concerne donc mon rapport à Booktube, donc là en 2021, début 2022. C'est une vidéo que j'aime bien faire pour un peu poser mon avis sur ce qui a été positif pour moi. Alors c'est bien ce qui m'engage moi personnellement sur Booktube et ce qui est aussi négatif. Je suis sur Booktube depuis 2015. Je commence à être un petit dinosaure. J'ai envie de parler un peu des évolutions, de ce qui me plaît, de ce qui me gêne, voilà, d'un peu tout ça. À chaque fois, j'aime bien aussi avoir les avis alors des abonnés, mais aussi des booktubeurs pour avoir aussi des résonances, s'ils ressentent un peu la même chose que moi ou au contraire, ça arrive parfois qu'on ait pas du tout le même ressenti, c'est ça qui est intéressant. Je rappelle bien que c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi et que ce que j'ai vécu personnellement, voilà, ça part sur mes expériences personnelles. Avant de commencer, je tenais simplement à vous rappeler qu'il y a la campagne Ulule Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel qui a été lancée la semaine dernière, qui est donc la nouvelle publication des Trois Nornes. Ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison d'édition que j'ai fondée, donc c'est un roman en tome unique, entre la fantaisie celtique, nordique, le récit de voyage et surtout une chasse aux sorcières des plus palpitantes. On suit donc une jeune inquisitrice qui va retourner sur la terre de ses ancêtres, sur l'île de Twélik, pour procéder à la noyade de sa mère. En effet, la mort a disparu il y a des années auparavant à cause des sorcières et des murs de brouillard se sont érigés pour séparer les terres du continent principal. Et on va donc suivre Fenella qui a pour but de traquer une sorcière, la Corneille Blanche, et pour ce faire elle va faire appel à Caléan qui est donc son ancien voisin fromager et marin dans une ancienne ville, qui va donc l'aider à débusquer cette sorcière, même s'ils sont pas du tout d'accord sur le but initial de cette mission. C'est un voyage qui va autant parler de questions qui sont inédites selon moi en fantasy, qui sont les questions générationnelles, voilà, les questions du retour au foyer. C'est des questions qu'on a tous vécues, c'est un livre qui parle à énormément de gens différents et c'est ce qui m'avait plu. Très original en termes de chasse aux sorcières, voilà, les thèmes exposés, c'est très émouvant. Si vous avez lu La couronne de ces d'épines, on est un peu dans cette mouvance de roman qui arrive à toucher les sentiments, voilà, il y a beaucoup de choses et les personnages sont vraiment touchants et très très différents. On a vraiment une palette de personnages différentes. On est sur un roman aussi qui va assez vite, voilà, qui a beaucoup d'action, on voyage, c'est palpitant, il y a tout un univers autour du culte du grand œil qui est construit. Bref, ça a été un sacré coup de cœur quand je l'ai choisi et je suis hyper contente du travail qui a été fait. Donc la couverture qui a été montrée juste au début de cette vidéo, c'est le croquis principal, voilà, la couverture n'est pas encore terminée donc c'est pour ça que je peux pas vous encore la présenter, mais si vous êtes intéressé pour nous aider à concrétiser ce projet, n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos sur le lien de la campagne Ulule. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les milieux culturels ont beaucoup souffert de la crise et que la hausse drastique des coûts du papier cause aussi énormément de problèmes, surtout pour des éditions comme les Trois Nornes, qui sont des éditions engagées en niveau de l'impression en France et de la non-distribution sur des plateformes comme Amazon. Voilà, j'en ai fini, j'en ai fini et on commence tout de suite. On va commencer avec le positif, voilà, on commence toujours avec le positif, et le négatif, tout en rappelant bien que c'est mon avis personnel, mais je serais très heureuse de lire le vôtre, ça serait toujours intéressant de comparer les points de vue. Et 2021 a été un petit peu compliqué pour moi sur plein de plans, notamment la maison d'édition, essayer de faire naître une maison d'édition dans un contexte, on va dire, économique et culturel si compliqué, ça a été très frustrant et très difficile à gérer au quotidien, mais Booktube m'a apporté plus de choses, j'ai l'impression, qu'en 2020, notamment les rencontres avec les abonnés. Donc c'est ce que je fais en salon, voilà, il y a des nouvelles dates, j'ai oublié de les citer, les dates de dédicaces, mais il y aura notamment des dates très prochainement, il y en a une en Normandie, je vous laisse voir sur mon Instagram, le 27 mars à Beauce, on a Méniénard le 3 avril et potentiellement les autres dates qui vont, j'ai beaucoup de dates en mai, juin, juillet, une potentiellement en avril, mais ça n'hésitez pas à voir sur Instagram ou dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Ce week-end je serai normalement à Vauréal, c'est Fantastorique, donc c'est juste à côté de Cergy. C'est accessible via le RER A de Paris. Et j'ai pu faire des rencontres abonnées, alors je pense que, bon, on a fait des petites rencontres contre Fontenoy, voilà, dans des petits lieux où c'était vraiment génial en fait de parler avec vous, parce que notamment j'apprends pas mal de choses sur vous, vous êtes tous différents et vous faites des métiers de ouf, voilà, on a pu discuter, il y a vraiment un lien en fait, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'il y avait des gens derrière l'écran, parce que des commentaires, c'est hyper agréable, voilà, je discute avec certains d'entre vous plus que d'autres, parce que ça fait, voilà, plus longtemps, ou voilà, on discute plus régulièrement en commentaire, ou sur Instagram, mais vous voir en vrai, c'est quand même assez différent, et ça a été notamment le cas aux Imaginales, qui a été, pour tout vous dire, très compliqué au niveau personnel, j'ai appris une nouvelle horrible le jour du
du départ des Imaginales, ce qui fait que j'étais vraiment pas dans un mood approprié, donc j'ai dû vraiment garder la façade, voilà, être professionnelle. Ça m'a fait un bien fou de vous rencontrer, de discuter. Il y a des gens qui m'ont énormément marqué, je pense notamment à un jeune homme qui est venu, il avait une de ses amies qui pouvait pas venir et elle m'avait fait une petite vidéo, c'était... Oh, j'ai chialé, voilà. C'était touchant et vous rencontrer, il y a tellement d'amour et surtout il y a tellement d'amour de la littérature, ça me fait un bien fou en fait de parler avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Après c'est un peu étrange pour vous dire, j'ai un peu testé, mais ça je vais vous en parler tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier après. J'ai testé pour la première fois parce que la chaîne a vraiment décollé, on va dire depuis 2019. Et j'avais déjà eu en salon des trucs pas bizarres, mais vous savez, du genre d'être reconnu. Moi, c'est un truc qui est un peu bizarre quand vous le vivez vraiment. C'est étrange. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal maintenant avec les gros salons littéraires à cause de ça, parce que quand tu te fais dévisager, moi, je suis pas quelqu'un qui aime être au premier plan dans ma vie. Voilà, j'aime pas être au devant de la scène. C'est un truc que je suis pas super fan. On pourrait pas le croire à cause des vidéos, mais je parle à une caméra. Vous allez dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui va jamais me mettre, voilà, au premier plan dans une conversation. C'est pas mon truc. J'ai eu quelques moments où les gens me parlaient comme si on se connaissait. Alors c'est pas forcément des abonnés, hein, moi je parle de booktubeurs, voilà, différents. Et en fait, je ne les connaissais pas. Je me suis retrouvée quand même dans des moments presque mal à l'aise parce que je savais pas comment réagir. Alors j'ai été très polie, voilà, on apprend à connaître les personnes, mais j'étais dans cette position où les gens te connaissent mais toi tu ne les connais pas et tu ne veux pas les blesser. Alors quand c'est les abonnés c'est un peu moins dur pour eux, mais quand c'est des chaînes YouTube je trouve ça hyper indélicat de ma part de pas les connaître, et c'est un truc, ça m'a... j'étais un petit peu mal à l'aise à cause de ça, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes et tout, d'avoir aussi d'autres points de vue sur Booktube. Certains points, et j'y repense là, mais on a eu des points en commun avec certaines personnes que je ne connaissais pas, qui ne traitent pas du tout du même milieu que moi, par exemple plus de la jeunesse ou de la young adulte, et je trouve ça hyper cool en fait d'entendre ça. Il y a eu les rencontres avec les abonnés qui a été vraiment super enrichissant, et je sais que les dédicaces c'est personnellement ce que je préfère dans mon métier. Voilà, c'est beaucoup de stress, mais j'aime beaucoup le côté vente, le côté discussion, puis il y a un truc dans les salons, voilà, aux Imaginales il y a eu un petit peu cette ambiance là, mais c'est surtout à Fontenoy qu'il y a eu cette ambiance là, de les gens on papote avec les gens à côté, tu vois, il y a une ambiance que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les fêtes médiévales. Il y a eu aussi un deuxième type de rencontre qui était, je suis assez émue de vous en parler parce que ça fait des années parfois, je suis pas quelqu'un qui parle énormément avec d'autres booktubeurs, je pense que vous pouvez le voir, je suis un petit peu dans ma grotte, mais parce que je suis très timide et j'ai toujours peur de déranger, et moi internet c'est pas quelque chose de naturel pour parler aux gens. Je suis pas du tout quelqu'un de technologique à la base, je suis plutôt quelqu'un qui était capable de vivre 2 mois sans mon téléphone quand j'étais plus jeune, et c'est même quelque chose qui me manque actuellement. Et j'ai fait des rencontres, j'ai pas rencontré tout le monde, voilà, il y a des gens que j'ai envie de rencontrer et tout, j'aimerais bien rencontrer Paper par exemple, s'il y a les Utopiales cette année ça serait cool. Et j'ai rencontré Cornelius quand je suis allée à Lille, et c'était trop drôle parce que je m'attendais pas du tout à ce que Quentin soit aussi grand. J'étais en mode putain, la caméra ça donne un effet où tu sais, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai passé un super moment, on a vachement discuté, et pour moi part j'ai trouvé que voilà, ça se passait super bien. J'avais toujours l'appréhension parce que j'ai eu ça de temps en temps, de rencontrer le milieu de Booktube et d'Instagram, c'est pas un milieu que j'apprécie énormément, je dois pas vous le cacher, notamment l'Instagram, j'ai un petit peu du mal Instagram, Bookstagram, parce qu'au salon notamment du livre de jeunesse, voir des Instagrammeuses comparer leur nombre d'abonnés, voilà, entre elles, avoir certains comportements que je trouvais inappropriés, je vous en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, ça m'avait un peu refroidi, mais de rencontrer des gens qui sont si sympathiques et avec qui on peut avoir de la discussion et avec qui on a plein de choses en commun. J'étais hyper contente de Quentin, si tu passes par là, ça a été vraiment un honneur, monsieur, de vous rencontrer, surtout si on se revoit à Lille, ça serait super cool, mais voilà, la rencontre s'est super bien passée, et voilà, j'ai rencontré vite fait Nina, il y a des gens voilà, que je rencontre voilà, vite fait, on a parlé, on a mangé ensemble, et puis la deuxième rencontre marquante, j'espère que j'oublie personne, c'est dans ces moments-là que je me dis est-ce que j'ai oublié des gens, mais c'est Loli de la chaîne Lolifant. Alors
Loli, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, voilà, pour le coup. Peut-être parce que, voilà, c'est mon aîné, mais j'aime beaucoup son contenu, son format. Je trouve que c'est une femme extrêmement intelligente, voilà, dans la manière qu'elle parle. Elle présente des choses que j'ai pas trop l'habitude. Et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et la rencontrer en vrai, c'était super. Déjà, on a passé un super moment, on a mangé ensemble. Et en plus, le repas était super. Mais c'était vraiment... ça m'a fait du bien de rencontrer les gens en personne et de discuter et en fait de voir que à travers Booktube il est possible de nouer voilà, on n'est pas encore des amis, je veux dire, parce que moi je mets l'amitié quand même assez loin, mais de lier voilà, on est des potes quoi, c'est hyper cool et c'est un truc qui m'avait beaucoup manqué, que j'avais pas vraiment ressenti avec Booktube avant. Et là, c'est ce que je ressens beaucoup. Même si les gens ne le sentent pas forcément parce que je m'exprime pas beaucoup, je mets pas beaucoup de commentaires. Je regarde peu de chaînes, je parle avec peu de gens, mais il faut dire qu'il y a des gens, voilà, je suis hyper heureux de les rencontrer. Il y a d'autres personnes que je serais heureuse aussi de rencontrer pour pouvoir discuter. Mais pour moi, c'est la concrétisation aussi de ce qu'il y a derrière l'écran qui m'a fait beaucoup de bien cette année. Ensuite, c'est un autre type de rencontre. Je vais mettre la rencontre avec les libraires. Il y a aussi la reconnaissance du monde professionnel, c'est-à-dire qu'il y a certains éditeurs qui me reconnaissent et ça fait toujours plaisir parce que ça veut dire que la chaîne marche un peu, donc ça fait plaisir, voilà. Mais j'avais vraiment envie de parler de la rencontre avec les libraires, notamment je vais accentuer sur une librairie en particulier, par exemple Légendarium, qui est une super librairie à Arras. Ça s'est super bien passé et pouvoir discuter avec des libraires c'est quand même une chance. J'adore en fait discuter avec les libraires parce que c'est leur métier, ils me proposent énormément de choses et voilà, quand ça se passe bien au niveau du mood, quand on s'entend bien, c'est hyper chouette. La dédicace à Arras a été un véritable plaisir, voilà, j'ai passé une super journée et voilà, les rencontres avec les professionnels du livre, c'est aussi pour moi un plaisir parce que c'est un peu, moi je travaille seule, voilà, je travaille avec mes illustrateurs, voilà, ma correctrice et tout, mais ça me permet de voir d'autres personnes de d'autres milieux. Je m'enrichissais en fait de parler avec des gens comme ça qui ont cet amour du livre et cet amour professionnel du livre, parce que parfois sur Booktube je manque, voilà, de ce côté professionnel qu'on pourrait attendre, voilà, et ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui ont énormément de connaissances sur le sujet, c'est hyper enrichissant. Voilà, et ça a été aussi la rencontre de modèles cette année. Je suis hyper émue de vous présenter ça parce que c'était très très incongru. C'était aux Imaginales, j'ai parlé avec l'éditeur des Forges de Vulcain, voilà, qui est très très sympathique, voilà, c'est pour ça que je voulais le noter. Mais j'ai rencontré Anne Besson, et pour moi c'était hyper impressionnant parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. En fait on a discuté 5 minutes, voilà, entre deux rires parce que la scène était assez drôle. Il y a des gens qui aiment les rockstars, voilà, moi aussi j'aime Rammstein. Moi la recherche sur tout le Tolkien, des gens comme Vincent Ferré, Anne Besson, c'est des gens qui ont l'importance dans ma vision voilà, de la littérature et ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer, d'être présentée, voilà, c'est hyper, voilà, c'était hyper émouvant, donc je voulais vous le dire. Ça a été, comme je vous dis, une reconnaissance aussi du milieu, notamment, alors je travaille toujours avec à peu près les mêmes éditeurs. Les éditeurs, je sais pas s'ils osent pas me demander des services, voilà, s'ils osent pas me demander, et moi j'ose pas leur demander parce que je suis pas quelqu'un qui réclame, mais ça a été des très belles découvertes, les moutons électriques, Brajlon, bah là c'est Léa, voilà, il y a eu un moment aux Forges de Vulcain, voilà, c'est tous ces éditeurs où j'ai pu avoir à un moment ou à un donné des SP et pouvoir développer un peu ma culture de l'imaginaire, et c'est hyper cool en sachant que en termes de Booktube, je suis pas la figure, on va dire, la plus simple à gérer, dans le sens que je mets le positif et le négatif et que mes argumentaires sont assez développés, hein. Je ne dis pas ça avec hauteur, c'est ce que vous me dites en commentaire, et ce qui fait que pour un éditeur, un profil comme le mien, c'est un peu chiant. C'est que je mets aussi le négatif en avant et surtout je développe mes chroniques. Un éditeur va toujours préférer un book haul, voilà, où ça va présenter et où on va avoir une chronique du genre le livre est trop bien, comme ça il n'y a pas de risque, et voilà, que un truc un peu détaillé qui peut tirer les ficelles du livre et potentiellement être un peu plus critique, voilà. Je remercie vraiment ces éditions là qui ont été très sympathiques avec moi. C'est pas le cas de tous les éditeurs, comme je vous avais dit, il y a des éditeurs qui ne m'apprécient pas, je le sais très bien, mais il y a des éditeurs, voilà, où ça se passe bien, et notamment, et je dois vous le dire, c'est une sacrée fierté pour moi, c'est une super reconnaissance. Il y a des gens qui s'en foutraient, mais pour moi c'est quand même un indicateur
de recevoir, j'ai reçu le Silmarillion des éditions Christian Bourgois, et là je vais recevoir des livres de Tolkien de Christian Bourgois, recevoir des livres de Tolkien de l'éditeur en France. J'ai fait mon mémoire là-dessus. Christian Bourgois, c'est une maison d'édition qui est très importante dans mon parcours littéraire. Je me suis sentie honorée. Je touche 0 centime, hein, on n'est pas payé, ça c'est un truc qu'on en reparlera dans le point négatif, mais ça a été vraiment une reconnaissance de mon travail, et ça m'a énormément touchée pour le coup. J'ai eu de la fierté. J'ai pas beaucoup de fierté dans ma vie, mais là ça a été une fierté, je dis pas comme quand j'ai eu mon bac, mais un truc du genre, j'ai réussi à décocher un truc que je pensais jamais pouvoir décocher de ma vie. En 2015, jamais j'aurais pensé qu'on m'offrirait des livres de Tolkien, tu vois. Ça va être la transition avec le négatif, parce que ça va être assez triste ce que je vais vous dire. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien, je relativise énormément les choses. Booktube, depuis la pandémie et depuis que j'ai un certain nombre d'abonnés, ça n'a pas toujours été simple. Ça s'explique aussi que les gros lecteurs d'imaginaire, moins les lecteurs d'imaginaire, il y a une partie, et c'est connu parce qu'il y a même des articles sur le sujet, on a une partie d'extrémistes dans l'imaginaire qui ont des visions très éloignées de moi. Il y a une partie des lecteurs d'imaginaire, on va pas mâcher ces mots, qui sont racistes, homophobes, sexistes, transphobes, bref, toutes ces joyeusetés, subit parfois les vagues, dans le sens que ma chaîne est visible, on va dire, en termes d'imaginaire, et que je présente des livres qui potentiellement sont lus aussi par ce lectorat. Donc de la fantaisie adulte, voilà. Je pense qu'en fantaisie young adulte, on a un petit peu moins de problèmes avec ça. Et cette année, j'ai pris des insultes, voilà, bon, je l'avais déjà eu l'année dernière, mais j'ai reçu des choses, on en reparlera après, mais qui sont psychologiquement difficiles pour quelqu'un qui aurait du mal avec ça. Au début, je le prenais vachement à cœur, et je pense que c'est un processus qui est assez normal sur Booktube à un moment. Et là, cette année, j'ai eu un déclic de ouf, et je pense que ça a été un déclic aussi avec La Gardienne du Chardon, où j'ai eu certains auteurs autopubliés, certains qui ont voulu un peu faire du beurre sur le dos de la crémière, comme on peut dire, qui n'ont pas toujours été sympathiques à mon égard. Je vois des choses, et surtout on me rapporte des choses, et c'est pour ça que parfois je me dis que j'aimerais pas qu'on me rapporte des choses, parce qu'il y a des choses que j'aimerais pas savoir. Mais de m'être pris ça dans le visage, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de maturité énorme. Je suis quelqu'un de nature, et ce depuis mon enfance, qui ne se préoccupe pas trop de la vie des autres. Comme vous voyez, je ne me maquille pas, voilà. C'est un exemple aussi, c'est quelque chose, je m'en fous de la vie des autres. Sur mon physique et tout, c'est un truc qui me touche pas. Ça a été dur sur certains points, au niveau de l'ego, au niveau de certaines choses, de se faire insulter, voilà, de prendre des choses qui sont pas toujours positives. Et il y a eu un truc où je me dis mais j'en ai rien à faire, et il y a aussi un truc où je me suis dit que j'osais pas faire, mais pour les commentaires racistes, pour les trucs où je trouvais que les commentaires étaient insultants, voire qui pouvaient choquer ma communauté, parce que ça c'est aussi un point aussi, qui pouvait être insultant envers les gens de la communauté, je supprime les commentaires. Voilà, c'est un truc que j'osais pas faire, et je signale des comptes. Alors cette année, j'ai eu les amis au grand Z, voilà, notre Z national, voilà, j'ai pas envie de le citer parce que j'ai pas, voilà, mais qui ont été là, certains extrêmes, certaines personnes sexistes, dévalorisantes, certaines personnes que je soupçonne aussi vouloir un peu faire du mal à autrui, quoi, parce qu'il y a des gens, ils savent pas s'occuper sur internet, et j'ai eu le déclic de dire, là, quand je vois un truc, alors soit je rigole, alors c'est vrai que parfois, c'est peut-être pas ce qu'ils s'attendent de ma part, mais parfois je me tape des barres sous certains commentaires qui sont minimes, mais c'est par période, j'en ai plus rien à faire. Je pensais pas être capable de ça à un moment, mais là j'ai tourné la page. Tu vois, il y a eu un commentaire, et on en reparlera, qui m'a extrêmement choquée sur le coup, et j'ai eu besoin de votre avis, parce que parfois ça peut être de notre faute, hein, on se rend pas compte. J'en ai plus rien à faire de ce que les gens pensent de moi, voilà, et de mes chroniques et de mon travail sur internet. Je fais ça pour moi, et je fais ça pour les gens qui me suivent et qui apprécient ça. Et je pense que ça a été une grosse étape dans la maturité, notamment même dans mon travail de la maison d'édition, où j'étais en mode, bah si ça plaît pas, bah t'en as rien à carrer, tu vois, je suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis pas là pour plaire au peuple, voilà, je suis là pour faire ce que j'ai envie. Avec La Couronne d'Os et d'Épines, on a reçu tellement d'amour aussi, voilà, pour cette année, et c'était génial, quoi, mais je pense que la maison d'édition m'a apporté aussi énormément de bonheur, voilà, sur ce point de vue là, mais ça m'a permis d'évoluer en tant qu'être humain, et je pense que c'est important de le dire, que Booktube m'a fait évoluer sur ce point de vue là, alors qui peut paraître triste, voilà, de se dire que on se fait un peu agresser en commentaire et tout,
mais ça attire du positif, donc voilà, pour le coup, ça a pas été... J'ai eu des périodes où c'était super dur, jamais au point de me dire que j'arrêterais Booktube, mais au point de me dire pourquoi je m'inflige ça. Tu vois, des fois je me dis pourquoi je m'inflige ça. Actuellement, je me dis pourquoi je m'inflige d'être tout le temps sur internet. Parce qu'en fait, mon métier l'oblige, c'est un des seuls trucs que j'apprécie pas actuellement de ma vie, c'est d'être dépendant en fait de l'informatique et d'internet. Je voulais le dire parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont passées par là. Alors pas forcément sur ce type de choses, mais sur des commentaires physiques, sur des commentaires qui peuvent toucher à leur personne et tout. Dites-vous qu'à un moment donné, votre cerveau va se dire on n'en a plus rien à faire. Et je sais que Booktube c'est dur. J'ai pas mal de jeunes qui me demandent comment se lancer. Moi je réponds toujours d'attendre la majorité, d'être un minimum psychologiquement stable, parce que des fois tu te prends des trucs dans la gueule. C'est un peu violent, sachant que moi je ne raconte pas ma vie. Donc on va faire une transition avec le négatif. Voilà, juste là, c'était pas prévu les gars, mais je protège vachement ma vie privée. Il y a eu l'ouverture de la chaîne Twitch, j'en ai pas parlé, mais ça c'était super, on discute, bref, c'est un côté que j'aime beaucoup, Twitch. Et là, ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai pas le matériel, donc j'espère aussi qu'avec la campagne Ulule, je pourrais financer un peu de matériel informatique. Mais Twitch, c'est le direct, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, on est plus dans la discussion et tout, ça permet aussi de rapprocher vachement avec les gens, c'est un truc que j'aime. Comme je vous dis, sur Twitch, je raconte des choses, voilà, je raconte Freya, je raconte certains trucs, mais je raconte pas forcément ma vie, où je mets vraiment des grandes barrières autour. Et cette année, là on rentre dans le négatif, et ça engage que moi, et je veux pas du tout que vous ayez l'impression que je critique les gens qui font ça, parce que c'est pas mon but, mais c'est simplement que moi j'apprécie pas ça. C'est que j'ai l'impression que le livre n'intéresse plus vraiment. Alors je vais m'expliquer. J'ai l'impression que ce qui marche et ce qui intéresse les gens actuellement, c'est qu'on raconte notre vie. Notamment par le vlog, notamment par les anecdotes, notamment plein de trucs. C'est ce qui intéresse les gens. Et c'est un pari dangereux. C'est un pari dangereux, alors là je ne vais pas citer de nom, je n'avais rien cité. Moi je suis pas les dramas sur YouTube, il y en a eu, j'ai appris ça aux Imaginales, genre, je dis oulala, Lorraine se réveille, genre, il y a des dramas. Et en fait les dramas portent sur le fait que certains se dévoilent ou pas et que les gens les attaquent sur là-dessus. De façon plus ou moins dégueulasse. Moi j'ai pas à prendre parti, mais j'ai un parti dans ma tête que je n'exprimerai pas. Mais il y a des gens que j'apprécie énormément sur Booktube qui ont pris des dramas parce que je pense qu'ils se sont pas assez protégés, ils ont pas assez protégé leur vie privée, et ça m'a vraiment touchée pour eux, parce que c'est des gens que j'apprécie, voilà, et je me dis c'est pas normal qu'on se fasse attaquer, surtout sur des sujets qui sont un peu compliqués comme ça. Je vais citer une personne que j'apprécie beaucoup sur Booktube, mais c'est Nina Quill, qui avait fait un message un jour sur Instagram, qui avait dit il me semble qu'elle avait été un peu manipulée en termes d'amitié sur Booktube, et ça m'avait beaucoup touchée, parce que j'ai eu l'impression un petit peu d'avoir subi ça, et je trouve ça tellement horrible en fait de faire ça à autrui. Voilà, j'ai de la sympathie pour certaines personnes, et ça m'a vraiment touchée. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les gens, pas tout le monde, alors moi je me suis vachement cloisonnée là-dessus, mais il y a des gens qui sont là par intérêt. Voilà, ils sont là par intérêt, il faut faire attention aussi, donc je vous le dis, ne croyez pas forcément à l'image que les gens renvoient. On parlait de ça, je me perds un peu dans mon propos parce qu'il y a de l'émotion, et puis je n'ai pas écrit la vidéo comme d'habitude. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment plus intéressés par notre vie personnelle que par les livres, et qu'en fait Booktube n'est plus vraiment Booktube. Voilà, que de la chronique de livres comme ça fonctionne moins, que les gens sont moins impliqués, les gens préfèrent connaître nos petits tracas du quotidien, qui me frustre un peu, parce que je peine à trouver des chaînes YouTube où il y a vraiment de la chronique littéraire, où c'est riche, où j'ai envie d'en apprendre pas mal de choses, où j'ai l'impression d'apprendre pas mal de choses, et voilà, je suis un peu frustrée sur ces points-là. Pour tout vous dire, il y a des très bons contenus, mais il y a aussi des choses où je me dis, sans le cacher, hein, je dis cette vidéo-là n'est pas pour le but de blesser, pour ça que je ne cite personne, mais où c'est creux. Il y a des moments, il y a des contenus où je trouve ça creux. Et j'ai l'impression d'être le joueur du grenier dans YouTube m'ennuie, c'est quelque chose comme ça, mais Booktube, je suis ça depuis que j'ai 16 ans, et ça fait plus de 10 ans, et en fait j'ai l'impression que ça se dénature. Alors tout évolue, mais j'ai l'impression qu'on fait tous les trucs des youtubeuses beauté, voilà, qu'on subit les mêmes choses, sauf qu'on n'est pas payé, voilà, et qu'on n'est pas millionnaire. Mais voilà, on subit un peu tout ça, et voilà, ça doit évoluer, mais simplement j'ai peur que le livre se perde. Donc ça c'est un truc qui me fait un peu peur, et je le vois, hein, mes vlogs fonctionnent très bien en termes de vues, en fait, parce que je me suis rendu compte que dans les vlogs on a tendance à vouloir dire pas mal de choses, et moi c'est pas trop mon but que vous sachiez des choses sur ma vie, je préfère avoir une vie privée, mais chacun fixe le curseur.
Mais voilà, je trouve que dire des choses sur soi, c'est se mettre en danger sur YouTube d'une certaine manière et potentiellement avoir des gens qui vous attaquent. Donc ça, c'est un truc que je trouve voilà, un peu malsain parfois. Ensuite, j'ai un autre point que j'ai envie de soulever. Alors, j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière, mais je pense que c'est important de remettre en cadre des points qui sont importants. J'ai l'impression, personnellement, qu'on ne laisse plus la chance aux livres qui sont peu connus. On voit les vidéos qui marchent, on voit les concepts qui marchent. Ce sont les vidéos, j'appelle ça à buzz, hein, c'est-à-dire critiquer les gros livres qui sortent. Notamment, on va vous prendre un exemple. Imaginons que George sorte le nouveau Game of Thrones. Si je fais une vidéo dédiée à Game of Thrones, c'est sûr que je vais faire des vues. Voilà. Et par contre, quand tu veux parler des éditions Zulma, quand tu veux parler même des classiques de fantasy qui ne sont pas connus du grand public, il y a beaucoup moins d'intérêt et notamment il y a beaucoup moins de découvertes. J'ai l'impression que l'algorithme et même les gens, parce que c'est un cycle vicieux, hein, ne sont pas intéressés de découvrir des pépites. Voilà. Et c'est pas quelque chose que je vous énonce comme ça, c'est quelque chose que je vois sur les chaînes des autres et que je vois sur ma chaîne aussi. Quand tu veux parler de livres originaux, quand tu veux parler des livres qui sortent, alors je dis la Volte, je sors des livres qui sortent de Brajlon, des Sorceleurs, des je sais pas moi, des Sanderson, des Tolkien et tout ça, ça intéresse vachement moins. Et c'est hyper dommage parce que ça cantonne la fantasy et je trouve que ça biaise un peu le propos aussi. On a toujours les mêmes livres qui sont présentés sur Booktube. Voilà, c'est un truc parfois je me dis merde. Alors moi ça m'arrive parce que par exemple Pepper, Cornelius, Loli, ils me présentent des bouquins que j'ai envie de lire, tu vois. Mais il y a des moments, tu vois, quand je tombe sur une vidéo, je me dis il ou elle l'a lu. Là, je vais peut-être attendre un peu pour le lire pour pas que les gens se sentent submergés par le nombre d'avis, tu vois. C'est un truc... Alors, il y a les SP aussi, il faut qu'on les lise. Voilà, les nouveautés, c'est normal. Mais parfois, il y a des folies où on lit tous le même bouquin et ça peut être un peu même chiant pour vous. Voilà, il y a ce côté d'inter-influence et d'algorithme qui fait que si un bouquin est intéressant, voilà, ou qui marche ou qui est populaire, ça va faire plus de vues. Et ça, je le vois aussi sur les chaînes des autres. Les vidéos, alors c'est con, mais les vidéos les plus intéressantes dans le sens où t'apportes du savoir, je vous dis par exemple 4 anecdotes sur des manuscrits, ou voilà, ce genre de vidéos-là, ou même sur d'autres contenus, d'autres chaînes, intéresse-moi en fait. J'ai l'impression que plus tu fais un concept bête, les book hauls par exemple, plus ça fonctionne. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas pour tout le monde, alors il y a des gens c'est pas le problème, mais que en globalité la curiosité intellectuelle elle est un peu moins présente j'ai l'impression sur Booktube et ça c'est un petit peu dommage selon moi. Voilà, ça c'est un peu un constat triste que je peux faire et c'est important d'en parler parce que ça invisibilise aussi des maisons d'édition, des petits auteurs, voilà, c'est un peu dommage sur le sujet. Dans un cercle vicieux du viewer qui ne veut pas regarder de contenu on va dire plus poussé, plus intellectuel dans les grands sens du terme, donc c'est-à-dire un peu plus, je dirais, qui sort de l'update lecture et du book haul. Et donc les booktubers n'en présentent pas et on est sur ce schéma-là, voilà, qui continue. Et moi je me retrouve à suivre que quelques chaînes parce qu'en fait je me désintéresse d'autres contenus qui sont pour moi pas assez creusés. Contre toute attente, les vidéos qui parlent d'édition, personnellement sur ma chaîne fonctionnent très bien. Donc voilà, il y a quand même de l'intérêt pour certains points, mais pour d'autres moins, quoi. Donc c'est un peu entre... on sait pas trop où se positionner, mais parfois je me dis c'est quand même bête de passer du temps sur un contenu intéressant, voilà, qui t'apprend des choses et qu'en fait un book haul où tu présentes des bouquins, ça fait beaucoup plus de vues, quoi. Quel est l'intérêt ou de raconter sa vie, tu vois, c'est un peu dommage, voilà, mais c'est mon avis à moi personnel parce que c'est le genre de contenu que j'aime bien regarder. Ensuite, alors là on va passer à du touchy. On va passer du touchy, je vais donc répéter mon warning. Ça n'engage que moi et c'est mon expérience personnelle. Il y a des gens qui se rendent peut-être pas compte de la violence de certaines choses. Alors, le premier, c'est un problème que je n'avais jamais eu auparavant et je pense que c'est un problème lié à la visibilité de la chaîne. On est bientôt 20 000 abonnés. Et donc, je pense que la chaîne, notamment en imaginaire, commence à avoir un peu de poids pour les auteurs et j'ai eu des problèmes avec des auteurs. Je pensais pas que ça allait arriver parce que j'ai toujours été, notamment avec les auteurs français, assez cordiale dans mes propos. Il y a que quand les livres, je trouve qu'il y a quand même un gros problème, qu'il y a un moment, il faut aussi dire ce qu'on pense. Mentir serait totalement désobligeant de ma part et pas sincère vis-à-vis de vous. Et j'ai eu des problèmes avec certains auteurs, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de faire de la pub pour ces gens-là,
qui soit répondent en commentaire pour justifier que les gens aiment pas leur bouquin. Alors moi, il y a des gens qui n'ont pas aimé La Gardienne du Chardon, et je suis pas allée justifier ou dire qu'ils avaient tort, quoi. C'est la vie de chacun, tu vois, je suis pas là pour juger de la vie de chacun, et ces auteurs-là, je veux dire, on reçoit en général beaucoup plus d'amour que de haine. Alors certes, sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, et je le répète à mes auteurs, et même d'autres auteurs l'ont répété à mes auteurs, donc c'est un conseil que je donne aux apprentis écrivains, ne vous fiez pas aux avis babéliaux, aux avis écrits et tout ça. C'est comme le resto, ce sont les avis négatifs qui sont mis en avant, surtout si vous êtes en lien avec les réseaux sociaux, voilà. Donc ne vous fiez pas, ce n'est pas du tout représentatif de ce que c'est, notamment des gens qui viennent en salon dire que t'aimes les bouquins, qu'ils aiment les bouquins et tout ça. Donc je vous tenais à rassurer les apprentis auteurs ou les gens qui lisent ces chroniques-là, prenez de la distance parce que ce n'est pas représentatif du tout de ça. Comme Booktube n'est pas représentatif des avis des gens. Il y a une population silencieuse qui est quand même énorme. Si les gens s'expriment, à moins qu'ils soient comme moi, qu'ils aiment partager les choses sur les réseaux sociaux, s'ils s'expriment, les gens auront plus tendance à s'exprimer en négatif qu'en positif. C'est l'être humain qui est comme ça, c'est l'être humain. Et donc, revenons aux auteurs. Donc j'ai eu ces auteurs qui justifiaient de façon parfois agressive sur les réseaux sociaux. Et le pire que j'ai eu, alors là je pensais pas que ça allait m'arriver, parce que ça c'était sûr, je veux dire, j'en ai parlé avec des gens autour de moi, ils m'ont dit que c'est la logique même, c'est d'envoyer leurs proches pour moitié m'insulter sur les réseaux sociaux et me traiter de menteuse. Donc sur le coup j'étais en mode... Ah d'accord, on en est là sur la puérilité quand même des gens. Et j'ai eu, alors là, ça a été quand même pas le comble parce que voilà, mais un exemple, je vais vous citer, pas pour gagner la guerre, c'était pour Juana Vera de Jaworski. Et en plus, ce qui était très drôle, c'est que Jaworski, pour les Imaginales, j'ai envoyé ma mère pour aller acheter le livre, et elle a signalé que voilà, que c'était pour les mots de l'imaginaire. Et Jaworski avait l'air de m'avoir reconnu, et son éditrice aussi. Donc il n'y a pas de problème entre nous. A priori il n'y a pas de problème. Je pense que ma chronique était suffisamment éclairée et il n'a pas besoin de moi. Voilà, je veux dire, gagner la guerre, je le répète parce que c'est un exemple magnifique. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté le livre après ma chronique, qui était une chronique mitigée mais argumentée. Le négatif n'attirera pas forcément l'envie de ne pas lire ce livre. C'est totalement biaisé comme façon de penser. Et donc, j'ai eu une dame, je pense d'un certain âge, qui est venue, mais avec une agressivité de ouf, et ça aussi je vais vous remercier après, me dire qu'elle connaissait personnellement Jaworski, et que voilà, bref, j'ai eu le droit à des noms d'oiseaux, mais assez agressif comme commentaire. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, dans les commentaires agressifs, vous prenez ma défense. Et ça, des fois, j'ai même plus le boulot à faire pour dire aux gens non, donc t'expliques gentiment, tu fais un paragraphe en disant et voilà. Donc bon, après, parfois quand je réponds, je peux être un petit peu sarcastique parce qu'à un moment, je vais pas non plus me laisser marcher sur les pieds en disant vas-y, frappe-moi et je t'en la joue. Voilà, c'est pas mon naturel. Des fois, je suis un peu cassante, mais ça fait partie de... Je le serai dans la vraie vie aussi. Notamment, voilà, j'aime bien un petit peu être comme ça, parfois en disant bah, on n'est pas d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais devoir ploire devant toi parce que tu es un abonné. Voilà, j'ai aussi le droit d'exprimer mes arguments. Et donc, j'ai eu ces petits commentaires-là qui m'ont un petit peu... ça m'a un peu choquée, en fait, cette réaction-là, sachant que, comme je vous dis, le négatif va attirer forcément des gens qui sont intéressés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui on n'a pas les mêmes goûts, et qui me disent, bah parfois, les arguments négatifs que t'avances, bah moi... c'est des arguments qui sont positifs pour moi, donc je vais le lire. Donc voilà, c'est aussi le but de mes vidéos, de pas dire « ne lisez pas ». C'est très très rare que je vous dise « ne lisez pas ». Ça n'arrive quasiment jamais. Je suis toujours un peu plus tranchante avec les auteurs anglophones parce qu'ils ne comprennent pas la langue, mais les français, pour que je sois un peu tranchante, c'est qu'il y avait quand même un problème avec le livre. Et je vais prendre un exemple d'une autrice dont j'ai pas apprécié les romans, mais que jamais j'ai eu des problèmes avec elle, Floriane Soulas. J'ai pas apprécié ces deux livres, j'ai peut-être même été un petit peu tatillonne dans ma chronique, peut-être a priori, des fois je me rends pas forcément compte, mais elle a été suffisamment intelligente pour ne pas m'envoyer sa famille ou me mettre un commentaire agressif en disant quelle conne, elle a rien compris à mon livre, tu vois. Non, et voilà, c'est ce genre d'auteurs qui sont beaucoup plus respectables que d'autres. Voilà, donc il y a des auteurs, je me suis même dit, mais vous savez que pour les Imaginales, je stressais même de me dire que si j'en croisais un qui, vu comment ils sont parfois agressifs ou tu sais, qui sont vraiment dans leur bouquin, qu'ils apprécient tellement pas la chronique que je m'en prenne une. Hein. Vraiment, il y a des moments, je me dis peut-être qu'un jour, je vais m'en prendre une. Non, je dis, bah, bon, après, j'ai fait du rugby, les gars, donc je le couche au sol. Non, on va peut-être pas aller partir sur des délires comme ça.
mais je m'attendais pas trop à l'agressivité des auteurs. Je m'y attendais pas du tout parce que j'avais jamais eu d'auteur qui avait des comportements comme ça, et pour le coup, c'est un petit peu étonnant. Donc voilà, ça a été avec les auteurs publiés dans les maisons d'édition. Après, on va passer à une autre thématique avec des exemples éclairants. J'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec les auteurs autopubliés. Sur Booktube, vous verrez beaucoup dans les barres d'infos que la majorité des gens n'acceptent pas de recevoir des services presse des auteurs autopubliés. Pour plusieurs raisons, on a déjà beaucoup de travail avec les maisons d'édition, et surtout, les auteurs autopubliés, on a une responsabilité qui est un peu plus importante vis-à-vis de nos chroniques. C'est-à-dire que si j'émets une chronique sur un auteur autopublié, si je défonce son livre, il n'y aura pas une maison d'édition qui pourra le protéger, ou il n'y aura pas un travail de communication, je risque de réduire à néant potentiellement ses chances de lecture. Donc j'ai toujours eu un rapport avec les auteurs autopubliés. Il y a des gens que j'apprécie énormément, dont j'apprécie le travail. Comme je vous dis, les auteurs autopubliés, pour moi, il y a 90-95% de choses qui ne sont pas considérées pour moi comme des livres, voilà, qui sont des productions faites par des gens, mais que ça ne pourrait pas être considéré comme un livre au sens objet d'art. Et il y a 10-5% des bouquins qui sont bons. Je vais encore citer Gustave Auguste avec La chute d'Antémésia, qui est un super bouquin autopublié. Un nombre d'illustrateurs qui sont extrêmement doués, comme Xavier Colette qui a sorti son bouquin. Il y a des gens en auto-édition qui sont très bons. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont doués. Alors souvent c'est des illustrateurs. Voilà, moi je suis plus partante sur la qualité d'illustration. Voilà, parce que auteur et éditeur, c'est deux métiers différents. Je pense qu'à un moment il va falloir comprendre que ce sont des tâches, et surtout que l'éditeur, c'est quand même maintenant 5 ans d'études, un master avec une sélection très drastique et des stages et tout ça. Voilà, donc on va en parler juste après parce que j'aimerais bien faire une différenciation. Et donc j'ai toujours un rapport compliqué avec les auteurs autopubliés, surtout depuis que j'ai fait des études d'édition, parce que je repère comment est fait et fabriquer un bon livre. Voilà, ça se voit visuellement parlant. Moi, il y a des choses, ça me tique. C'est comme un boulanger qui voit une belle baguette et une baguette qui est pas terrible. J'ai eu déjà, avant que je fasse des études d'édition, j'ai eu des pas super bon rapport avec des auteurs autopubliés, notamment en salon, qui étaient assez agressifs et assez alpagueurs. Moi j'ai un peu du mal avec ça, notamment parfois qui ont des contacts physiques non sollicités avec l'acheteur, donc à un moment t'as envie de dire me touche pas mec, tu vas te calmer 2 minutes. Et depuis que j'ai créé la maison d'édition, ça s'est pas du tout arrangé, alors notamment parce que j'ai eu des auteurs autopubliés qui m'ont craché dessus. Bon ça, je m'en fous un peu. C'est surtout que, alors je vais vous raconter 2 anecdotes de cette année. Une vécue avec Émilie. J'avais honte ce jour-là, mais j'avais honte comme rarement eu. J'ai eu 2 fois honte en salon, pour le coup. Une fois avec Drasil parce que malheureusement, avec les masques, j'ai pas reconnu, mais j'ai confondu une enfant avec une femme qui était atteinte d'une certaine maladie, donc je ne savais pas où me mettre. J'avais pas envie de la blesser, sur le coup j'ai fait une gaffe. En plus moi je suis Miss Gaffe, je veux dire, dans la vraie vie. Donc voilà, là j'ai eu très honte, Fontenoy, premier salon d'Émilie. Émilie qui était très timide au début, ce qui est normal. Voilà, je lui ai dit ça va se passer bien, Fontenoy c'est un petit événement, donc ça va te permettre de t'entraîner pour les imaginales, parce que les imaginales c'est un peu plus corsé. Le salon n'avait pas commencé, le salon ouvrait à 10h, on avait monté la tente, truc un peu sympa et tout. Il y a un mec, alors j'aimerais vous l'imiter, mais là je suis un peu limitée en termes de place. Je l'appellerais le coq. Les mains dans le dos à la façon militaire, le torse bombé, et qui arrive sur notre stand. Bonjour, il se présente, ne demande même pas notre prénom, on le connaît ni d'Ève et d'Adam, et nous parle de son bouquin, de ses ventes, comme quoi il aurait été racheté par une maison d'édition, mais qu'il est bien au-dessus de ça. Et surtout, quand il m'a dit oui, j'ai 10 tomes, je me suis dit jamais il a été racheté par une maison d'édition en 10 tomes, voilà, surtout s'il a été publié sur des plateformes, surtout que le livre, vu la gueule de la couverture et tout, ça me paraissait extrêmement peu probable, voilà, sur le papier. On sait comment ça fonctionne quand même un peu éditorialement. Je l'ai regardé, j'ai fait oui, mais avec un ego, les gars. J'ai rencontré Guillaume Musso avec mon travail. Guillaume Musso n'avait pas d'ego, tu vois. Lui, je me suis dit, mais pourquoi t'as autant d'ego alors que t'as vendu 3 pauvres bouquins, et en fait, il faisait le coq, et de manière très dominatrice. Du genre, j'écrase la concurrence. Où j'étais en mode, ok, et là, il m'a sorti, non mais je suis sur YouTube, j'ai 300 abonnés, vous savez, j'ai quand même de l'importance dans le milieu. Et moi, j'avais envie de... Bon, j'ai rien dit, et je voyais Émilie qui commençait à...
à vouloir rire, tu vois, et tu le laisses partir, mais tu te dis mais c'est pas possible. Donc il y a eu cette affaire là où je me suis dit oh quelle belle image des auteurs autopubliés, voilà, en salon, qui te regardent un peu de travers, parce que quand tu mets maison d'édition, voilà, il y a l'impression qu'on est en guerre alors qu'on n'est pas du tout en guerre, tu vois, je fais mon boulot, ils font leur boulot, chacun de son côté. Et puis alors la deuxième fois c'est à Rouen sur les quais. Je sais pas si c'est... Oui, c'était un auteur autopublié. Alors déjà il y en a un qui était hyper agressif avec la clientèle, pour le coup. Les gens disaient mais ils arrêtent pas de nous alpaguer, c'est hyper chiant quoi, on peut pas marcher tranquille. Et parfois il y a ce côté-là aussi où il y a certains auteurs autopubliés, et pas tous comme je vous dis, qui sont tellement dans un désespoir de trouver le client qui deviennent un peu chiants en fait pour les acheteurs. En fait il y a un mec qui te calcule pas, il te dit pas bonjour et tout, et qui te harcèle juste après. Enfin, franchement je trouve ça... Allez, une semaine après, oh j'ai vu que vous aviez tant de nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça serait bien que vous lisiez mes livres et tout. Vous imaginez pas le nombre d'auteurs autopubliés qui m'envoient du genre mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et tout ça, et qui m'envoient le lien Amazon. Donc à un moment, moi je réponds non, merci, machin, je travaille pas avec Amazon, mais comment voulez-vous que j'aie du respect pour certains de ces auteurs-là, quand on n'a même pas de respect pour mes objectifs de vie et surtout mes croyances pour le livre. Donc je me suis dit, ok, alors parfois j'ai du mal à garder mon calme, mais je me suis dit, je suis votre chaîne, regardez mon lien Amazon, j'ai envie de dire, mais mec, mais cette année je refuse, alors parfois je réponds même pas par mail parce que j'en reçois énormément, mais parfois tu te fais insulter parce que tu refuses, ils te disent, non mais vous connaissez pas, vous savez pas après quoi vous passez, voilà. Donc en fait j'ai eu beaucoup de rencontres avec des auteurs autopubliés qui ne se passaient pas bien, du moins qui avec un type de personne que j'ai un peu de mal. Bien sûr j'en ai rencontré des très positifs, mais ça a quand même été une minorité. Donc ça, je voulais dire que ça a été un peu mon rapport compliqué avec l'autopublication, et je pense que certains booktubeurs pourront se retrouver avec moi d'être harcelés de messages de SP d'auteurs autopubliés. À un moment c'est un peu chiant de recevoir ça toute la journée, je peux vous dire, sachant que en fait on les accepte pas. Certains le font et se font rémunérer pour. Moi je juge pas du tout ça, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement je le dis suffisamment, genre je ne lis pas de récits autopubliés et je me fais ensevelir de mails. Notamment, je pense que là c'est important d'en parler parce que je pense qu'il faut en parler. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une série de vidéos sur l'édition et les couvertures. Donc j'ai fait une première vidéo qui était donc sur les couvertures des romans autopubliés qui étaient moches. Je suis allée sur un site qui l'avait identifié comme ça, hein, c'était le titre du site, et donc j'ai repris le titre du site, donc j'ai critiqué. Alors on rigole parce que les couvertures effectivement elles sont moches, et surtout j'ai expliqué le choix des couvertures et tout. Je fais tout un pitch au début pour expliquer ce qu'est l'édition, voilà, la couverture, ce qu'on recherche, pour me faire insulter, voilà. Même me faire à moitié, alors j'ai pas du tout aimé la technique, mais ça j'en parlerai après, mais sur Instagram de certaines personnes où je me dis mais on n'est pas... J'ai un peu l'impression qu'il y avait un côté harceleur que j'ai pas du tout apprécié sur le coup, et que les gens ne retiennent que je me marre de temps en temps. Mais en fait la majorité des gens sont marrés parce qu'il y avait quelques chroniques comme ça, quelques petites critiques comme ça, mais la majorité des gens ont trouvé ça drôle, et surtout j'explicite, j'ai pas regardé les trucs en disant c'est moche, je dis ah c'est pas beau, on rigole du genre parfois quand tu vois des mecs à moitié à poil avec la police en jaune, ça fait un peu mal aux yeux, et t'expliques bah voilà, on n'aurait pas mis ça éditorialement, et tu te prends ça dans la gueule. Donc je te dis ok, et en fait ça a été le miroir même de l'agressivité. Moi vraiment ce que je ressors d'une majorité des mails que je reçois, même d'auteurs autopubliés ou même en salon et tout, il y a une sorte d'agressivité et d'ego qu'il n'y a pas avec les auteurs édités, voilà, que je ne rencontre pas. Comme je vous dis, et ça a été un auteur cette année avec qui j'ai eu le problème, et puis certains fans, voilà, de certains auteurs. Mais franchement parfois tu te dis c'est pas possible de réagir comme des enfants, tu vois. Et le pire c'est que tu te dis dans la vidéo, oui je vais faire une version pour l'édition professionnelle, et qu'en fait ils écoutent pas, voilà, un sentiment en fait de pas être écouté, qu'on n'écoute pas nos arguments, que les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter, et c'est un peu lassant. Certains auteurs autopubliés qui ne comprennent pas que l'auto-édition et l'édition ce sont deux milieux différents. L'édition, moi je prends toujours l'image du coiffeur ou du boulanger, il y a le coiffeur et il y a le fait que tu te coupes les cheveux toi-même. Voilà, c'est deux choses différentes. Prétendre le contraire, déjà c'est avoir un ego, je trouve, assez suffisant sur la question. Il y a des autopubliés qui travaillent dans le monde du livre, c'est différent parce qu'ils ont fait des études, ils ont de l'expérience, mais prétendre faire le même métier alors que maintenant il faut un master, de l'expérience, que c'est hyper difficile, faire un livre, ce n'est pas à la hauteur de tout le monde. Voilà, c'est un métier, c'est un savoir-faire, c'est des années
d'études, c'est des années d'apprentissage, et parfois on te dit non bah des fois je lis parce que je tombe parfois dans les recherches de salon et ce genre de choses, des auteurs qui vraiment ne se rendent pas compte en fait en disant c'est la même chose. Bah non, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes personnes qui sont engagées, c'est différent. Et il faut faire la différenciation, et je pense qu'il y a un problème pour certains d'accepter qu'il y a une différenciation. Il n'y a pas de moins bon ou de bon, il y a des gens qui lisent beaucoup de livres autopubliés, voilà, et qui trouvent ça très très bien, et qui lisent pas de livres édités en maison d'édition. Simplement, il faut faire la part des choses, il y a quand même une différenciation dans deux modes. Bien sûr, il y a des livres qui sont autopubliés qui peuvent être très bien présentables en librairie, il y en a d'autres non. J'ai parlé avec suffisamment de libraires en salon et tout ça à ce sujet-là, en disant que c'était, voilà, même eux, ils avaient parfois, c'était pénible à gérer les auteurs autopubliés sur certains points. J'avais envie de former ça en disant qu'il y a des auteurs autopubliés qui sont cool, qui sont très sympas, qui font du très bon travail, mais malheureusement, je n'ai eu qu'une succession de gens qui étaient soit envieux à propos de certaines choses, soit qui avaient un ego déplacé et qui étaient très dominateurs, soit qui étaient faux, genre le coup avec le mail du genre on ne calcule pas, puis après quand on voit ton nombre d'abonnés, on commence à te parler. Moi j'ai beaucoup du mal avec ce genre de personnes, mais ça c'est une question de caractère aussi, et t'as des gens qui ne lisent que ce qu'ils ont envie de lire, parce que les autopubliés, quand j'ai parlé de l'édition professionnelle, là personnellement je n'ai pas eu d'insultes. Voilà, c'est un chapitre que j'ai envie de clore, mais parfois c'est un peu pesant, et là je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a une catégorie de certains auteurs autopubliés ou certains auteurs ou souteneurs de l'autopublication qui est hyper agressive. Voilà, je tiens à le dire, réfléchissez quand vous écrivez un commentaire. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, et il y a un peu de respect pour autrui. Comment voulez-vous que certaines personnes aient du respect pour vous si vous n'avez pas déjà du respect pour leur travail, pour leur goût, pour surtout leur ligne de vie, par exemple via Amazon. Mais c'est pas le cas de tous les auteurs autopubliés, j'en rencontre en salon, ça se passe super bien, on discute, des gens très agréables, tu vois. Ce point il est un peu à remettre avec un point que je voulais ressouligner encore, parce qu'il y a quand même des points qui sont importants à ressouligner d'année en année, sachant que les gens n'ont pas forcément vu les vidéos. C'est que Booktube, malheureusement, c'est les vidéos, hein, c'est le principe même de la communication. Entre ce que l'on dit et ce qui est compris, il y a toujours une différence. Alors là, je voulais revenir sur ce point parce que c'est, je pense, une des choses les plus brutales que j'ai eues cette année. Et je pense que c'est la seule chose qui m'a blessée sur le coup. Maintenant, c'est bon, ça m'a passé. Mais c'était aussi pour vous remercier sur Instagram, tous ceux qui m'ont expliqué en fait ce qu'ils pensaient de ça. Parce que, comme je vous dis, on est une personne, on est humain. Donc il faut qu'on emmagasine, et parfois on se dit est-ce qu'on a bien dit les choses, est-ce qu'on s'est bien exprimé, tout ça. J'ai fait une vidéo au sujet, une histoire de genre de Lexi. Lexi tient un compte Instagram que j'aime beaucoup, c'est une femme transgenre qui explique en fait toutes les questions des transidentités, qui dénonce aussi les propos transphobes et tout ça. Je l'avais découverte sur une plateforme sur la chaîne de Ben Nevers, elle avait interagi avec d'autres personnes concernées, et j'avais envie d'acheter son livre parce que j'étais très intéressée, notamment d'un point de vue historique, des questions de diversité et des questions de transidentité. En plus, ce livre, j'en ai quand même bien pensé du bien, j'ai expliqué. J'ai juste souligné le fait que j'aurais apprécié avoir plus de choses au niveau contexte historique, parce que le chapitre était assez court et que parfois ça faisait très petit guide manuel du bon comportement. Mais en même temps, c'était un super guide pour notamment les gens que ça touche, les familles, voilà, ça permet de traiter la question de la manière la moins blessante pour les personnes concernées. Et en plus, c'est un livre écrit par une personne concernée. C'est un livre qui me touche au niveau personnel, donc voilà. J'ai eu un commentaire extrêmement violent, je pense que c'est pas forcément le plus insultant que j'ai eu, parce que une insulte c'est une insulte, mais le plus violent, où, alors ça, je sais que c'est arrivé aussi à d'autres booktubeurs, hein, pas forcément que sur ce sujet-là, mais j'ai été insultée de transphobe, tu vois, par exemple, alors que tout au contraire, je m'évertue à défendre cette cause, et notamment, je m'évertuais à proposer ce livre. Donc je me suis quand même posé la question, est-ce que dans mes propos, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, tu vois. Je me suis adressée donc à la communauté, et notamment parmi ma communauté, il y a des gens qui sont concernés par la question, énormément rassurés là-dessus, en disant même que la chronique était positive et que c'était super cool et tout, et que la personne n'avait pas compris le propos. Et en fait, la personne, je me suis même demandé, tu vois, avant de mettre des commentaires, est-ce que les gens regardent les vidéos, parce qu'ils énonçaient des choses qui étaient même pas dites en vidéo, et je me dis, mais merde, on se prend un truc hyper violent, alors je me dis, est-ce que c'était un hater? Cette personne n'allait pas bien, mais quand tu vas pas bien, tu vas aller pas agresser les autres, quoi. À un moment, je comprends pas trop cette façon de penser. Donc voilà, le fait d'être taxé de plein de choses, ça arrive, je pense, à plusieurs d'entre nous, ce qui suffit que dans nos propos on soit pas forcément
hyper vigilant parce que maintenant on est dans une société où vous faites très vigilant sur la façon dont on dit les choses, on est sur internet en plus, et que la manière de dire, la réception de nos paroles n'est pas forcément la même en fonction de telle ou telle personne. Donc c'est tout ce qui est un petit peu compliqué. On me taxe de féministe extrémiste, j'ai envie de dire à ces gens-là, allez voir des contenus de féministes extrémistes, je prône la valeur de l'égalité homme-femme dans tous les textes. Quand les personnages féminins sont maltraités, je trouve pas ça naturel, voilà, au niveau de la société, et que ce sont des questions qui me touchent. Il y a un petit côté, je dois dire, dans la chaîne et dans les commentaires, il y a quand même, et ça je le déplore, il y a quand même un petit côté sexiste de certaines personnes, pour le coup, alors qui est peut-être pas volontaire. Tu parles encore de la représentation des femmes, ça nous intéresse pas et tout. Bah toi ça t'intéresse peut-être pas, mais ça intéresse peut-être d'autres personnes. Pareil, quand j'essaye d'essayer de parler de certaines thématiques, déjà en fait il y a un manque d'empathie de certaines personnes qui fait que sur les réseaux sociaux c'est un peu compliqué à gérer, on peut pas satisfaire tout le monde. De plus, alors là ce n'est pas forcément lié, c'est quelque chose que j'ai eu aussi cette année, c'est la première fois qu'on m'a fait sentir cela, et là-dessus j'ai pas vraiment apprécié, parce que la chaîne YouTube, alors certes elle est là depuis longtemps, ça s'adresse à des gens et tout, j'ai eu certaines personnes qui alors proposent des livres, moi j'adore qu'on me propose, qu'on me fasse des recommandations et tout, mais j'ai certaines personnes, notamment vis-à-vis de Terry Pratchett, qui s'immiscent dans mes choix de lecture. Alors jamais personne ne s'immiscera dans mes choix de lecture, la chaîne c'est moi qui la tiens, je décide de mes choix de lecture, si les livres présentés ne vous plaisent pas, bien grand vous fasse, voilà, c'est pas grave, tu vois, mais quand tu dis oui, il y a beaucoup trop de Terry Pratchett, quand tu fais le calcul sur mes lectures de l'année, Terry Pratchett représente que 10% de mes lectures, voilà, j'en parle assez rapidement, je mets l'éclairage sur beaucoup plus de livres autres, ce qui fait que j'ai eu un peu du mal avec le fait qu'on m'impose ou qu'on me dise non bah c'est pas bien que tu lis ça, tu vois, j'étais en mode mais t'es pas ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a le fait aussi que j'ai trouvé, alors c'est pas de la censure, parce que bon, on va pas se le cacher, YouTube nous censure de plus en plus, j'en ai fait les frais cette année, c'est-à-dire que quand je parle de sujets qui sont problématiques, il faut savoir que je suis au moins pénalisée entre 1 et 3 mois après par YouTube en termes de visibilité, c'est sûr et certain, ça revient, voilà, c'est par période, mais comme j'en parle souvent, ça fait en dents de scie comme ça, mais je le sais, voilà, parce que ça fonctionne comme ça et je ne suis pas la seule. Voilà, j'avais un espèce de censure de la littérature et surtout un jugement de mes lectures que j'ai pas vraiment apprécié, parce qu'on peut juger plein de choses, mais juger mes choix en termes de livres, ça, je juge pas les vôtres quoi. À un moment c'est unilatéral et j'ai le droit de lire Pratchett si j'ai envie de lire Pratchett, surtout que j'ai envie de me fixer des objectifs et d'avancer dans mes séries, donc quand on avance, quand on lit l'imaginaire, forcément qu'on lit des séries, je peux pas vous présenter que des nouvelles séries à chaque fois, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est une certaine pression, tu vois, vis-à-vis de ça m'a fait un peu décontenancé. Je sais pas si vous, booktubeuse, je m'adresse à vous, si vous avez déjà eu voilà des pics ou des choses comme ça sur vos lectures et une espèce de pression là-dessus. Il y a la lâcheté des réseaux sociaux. Alors ça, on en avait déjà parlé. Bon, les gens qui crachent dans le dos, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est les fausses accusations que j'ai un petit peu du mal, la surinterprétation, ça c'est chiant. Et il y a la technique du harceleur, c'est-à-dire que notamment j'ai eu une fois cette année quelqu'un qui appliquait techniquement une technique du harceleur en pointant du doigt, en appelant la communauté à interagir de manière négative sur la personne, et j'ai trouvé que c'était typiquement le comportement d'un harceleur à l'école. Voilà, c'est typiquement ça au niveau psychologique. Pas de drama, tu vois, moi j'en ai rien à battre, donc genre on fait pas de drama pour rien, surtout que ça n'avait aucun sens sur le coup, donc j'étais assez sèche, c'est rare que ça m'arrive, mais en expliquant à la personne que son comportement était déplacé et désobligeant, mais c'est la première fois que je me disais que j'étais obligée de me comporter comme ça pour expliquer aux gens, votre comportement n'est pas approprié, pas comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas, et on n'agit pas comme ça avec des gens qu'on connaît de base, mais en clair j'ai un peu du mal avec Instagram et tout, pour le coup je me suis dit on est où dans ce genre de comportement, en mode t'as vu ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, j'étais en mode mais waouh, alors est-ce que c'est ça de rentrer dans la cour des grands de YouTube? Je ne sais pas, mais j'étais en mode si ça commence à surinterpréter des propos et à appeler à la démence publique pour te cracher dessus,
Bon, on va pas très loin. Je sais pertinemment, j'avance ça par avance, que ces personnes-là sont là pour chercher du buzz et gratter des vues, des commentaires, des abonnés. On sait comment ça fonctionne, c'est comme ça que beaucoup de gens ont monté sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu triste d'en arriver là, et moi je suis pas du tout dans la technique de l'intimidation. C'est un truc que, voilà, je coupe net, que j'ai toujours coupé net depuis que je l'enfance. Alors, il y en a quand même qui sont doués, parce que YouTube, même si je trouve ils ont supprimé les pouces rouges, donc nous on voit encore les pouces rouges. Alors ce qui est drôle, c'est que les pouces rouges, tu sais que c'est les mêmes personnes parce que c'est le même nombre à chaque fois. Voilà, c'est pas une vidéo qui fait 60 pouces rouges, ça n'arrive jamais, tu vois, c'est aussi toujours entre 5, 6, voilà, et c'est drôle parce que tu sais qu'il y a des haters, ils sont là, ils cliquent sur la vidéo avec le pouce rouge, genre maintenant. Moi ça me fait rire, mais il y en a quand même qui t'insultent, qui disent des choses agressives ou tout ça, et qui après pensent que t'as oublié leur pseudo, alors ce qui est logique parce que moi je retiens les pseudos de personnes, mais qui pensent que on se souvient pas. Maintenant YouTube, nous pour les créateurs, on a juste à cliquer sur le... En fait vous avez des petits badges maintenant qui s'affichent, tu peux voir tous les commentaires que t'as mis, et donc moi j'ai eu une personne ou deux qui t'insultent et après qui disent ah mais j'adore ton contenu, donc en fait je me dis il y en a ils se foutent vraiment de... Bon bref voilà, donc il y a un moment je me dis tu sais t'as des gens qui sont... Tu les repères quand même, ceux qui sont un peu chiants. Tu te dis... il y en a, ils craignent rien quand même. Ils craignent rien, ils nous prennent vraiment un peu pour des teubés. Donc sachez qu'on peut le voir avec YouTube maintenant, et c'est une des seules fonctionnalités que je trouve pertinentes de YouTube actuellement. Ensuite, alors c'est un sujet qui est un petit peu touchy, j'hésitais un petit peu à en parler, donc je ne vais citer personne. C'est des gens qui parlent sans connaître. Il y a eu des prises de position de certaines personnes vis-à-vis d'une certaine affaire qui a éclaté cette année, en énonçant des choses qui étaient quand même aberrantes en soi, qui marquaient en fait profondément le fait que les gens ignorent comment est le monde du livre, qui se permettaient de juger des gens qui n'avaient pas le choix de se comporter comme ça, était un peu trop précipité. Voilà, il y a eu quelque chose qui a éclaté, ils ont tout de suite parlé là-dessus sans attendre, voilà, potentiellement en fait ce qui s'était vraiment passé, ce qui se passe vraiment dans ces milieux-là, et ça m'a fait beaucoup de mal pour les personnes qui étaient concernées. Quand tu sais un peu comment ça se passe en interne, quand tu as connu des gens qui savaient comment ça se passait en interne et que tu vois ce qui a été dit par d'autres, tu te dis à part faire culpabiliser des gens qui ne sont pas coupables, je ne vois pas en fait l'objectif de ça, et ça m'a un peu agacé des gens qui parlent sans connaître, qui se permettent des jugements alors que on ne sait pas encore, ils ne savent pas comment ça se passe. Vous savez de quelles affaires je parle, mais j'ai pas envie d'épiloguer ni de catégoriser personne, mais ça m'a un peu marqué. Là-dessus je me suis dit faut peut-être attendre un petit peu et juger les gens sur leur comportement, surtout quand ces derniers voilà, ne sont pas responsables ou sont légalement dans l'obligation de se taire. Rajoute un point qui me revient comme ça, il y a aussi, alors là je vais pas mâcher mes mots parce que c'est un truc qui m'a un peu sur le coup. Il y a eu cette année, oui il me semble, je n'ai pas parlé l'année dernière, donc c'était cette année. Je vais citer la maison d'édition, voilà, parce qu'à un moment il faut le dire. Il y a donc deux Saxus, avec la maison d'édition avec laquelle j'ai parfois des partenariats pour recevoir leurs livres, qui a fait un post Instagram cette année, énonçant qu'ils viraient la moitié, ou du moins une grande partie de leurs employés. La réaction en commentaire, alors il y en a qui ont retourné leur veste après, bon, ça m'a fait rire, mais la réaction majoritaire en commentaire après, c'était « Oh super !» parce qu'il y avait des problèmes de traduction, voilà, des problèmes avec De Saxus à un moment, c'est super, machin, avoir des livres et tout, sauf qu'en fait, ces gens-là n'en avaient rien à faire d'applaudir le fait qu'on a viré des gens. Et je sais que moi j'avais reposté en énonçant que j'étais pas du tout d'accord avec ça, d'autres l'ont fait après, j'étais contente que voilà on soit plusieurs à prendre la parole là-dessus, et bizarrement après les gens se sont dit ah bah en fait c'est pas très bien, c'est pas très bien, et pareil les gens parlent sans savoir comment ça se passe, voilà, parce que moi j'ai pas donné mon avis là-dessus, mais quand tu sais ce qui se passe dans certains groupes éditoriaux, tu vas peut-être tourner un peu ta souris 7 fois sur elle-même avant d'écrire un commentaire, parce que t'imagines les gens qui sont employés par ces maisons d'édition-là, comment ils peuvent réagir quand ils reçoivent ça, sachant que c'est pas forcément leur faute. Voilà, je tiens à dire que c'est pas forcément leur faute. Donc moi ça m'a un peu choqué, le manque d'empathie, voilà, qu'il y a eu de certaines personnes pour avoir leur livre, voilà, c'est un truc qui m'a un peu marqué, mais en même temps j'ai eu l'espoir de voir que d'autres personnes se sont rassemblées en disant ce comportement n'est pas normal et c'est pas normal d'applaudir ce genre de comportement. Pareil,
je suis en partenariat avec les éditions Léa. Léa, quand ils ont sorti leur partenariat, les clauses de la maison d'édition, moi j'étais pas du tout d'accord avec ces clauses-là, de partir sur leur partenariat. Ils ont changé, notamment parce qu'il y a eu une prise de parole, j'ai fait partie de ces gens-là aussi. Il y avait Camelot Magica Doubou, je suis désolée, je suis pas ton compte, mais c'est... Cornelius, j'ai quelqu'un qui avait repartagé ton truc et que j'ai lu et que c'est comme ça que j'ai vu ça, parce qu'au début je savais même pas qu'il y avait les partenariats. Et en fait, c'était en clair des clauses qui étaient quand même un peu contraignantes pour nous, et ça va faire un rapport avec ce que je vais dire après. C'est le fait qu'on devait rendre des chroniques assez rapidement et tout. Léa s'est expliquée vis-à-vis de nous pour ça. J'ai pas expliqué, forcément, mais l'obligation de lire des livres, c'était pour ne pas invisibiliser les auteurs français dans le catalogue. Voilà, ils avaient des arguments, on est d'accord ou pas, mais la maison d'édition a été intelligente de changer ces clauses-là, et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je me suis dit, une maison d'édition qui a ce potentiel de réflexion là-dessus, j'ai envie de lui donner sa chance, et pour enfin, voilà, moi je suis hyper contente, ça se passe super bien, et il y a vraiment je veux dire, c'est un des partenaires où il y a la meilleure ambiance, pour vous dire, genre il y a un côté hyper cool, voilà, j'ai jamais eu ça avec d'autres maisons d'édition, donc ça c'était à souligner, mais j'ai aimé le fait aussi que on avait quand même une influence sur des choses qu'on trouvait pas normales, et surtout qu'il y avait, voilà, il y a une prise de parole, qu'il y a un peu une unité qui se crée sur certains points, et ça c'est hyper cool, qu'il y a des mouvements comme ça de solidarité. Je pense à Opaline par exemple, qui est très engagée, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour ses prises de point de vue, parce que je suis très très d'accord avec ses arguments, voilà, pour le coup, notamment en termes de micro-influenceurs et tout. Donc je pense que Opaline va faire la bonne transition avec la dernière chose que je vais énoncer, parce que sinon j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes. Je pense que c'est le dernier point, c'est quand même un point extrêmement important. On va parler de la rémunération. Alors, si vous ne le savez pas, sur Booktube, on peut être rémunéré de deux manières. On a donc les rémunérations via les vues YouTube, des miettes de pain, voilà, pour tout vous dire, c'est de plus en plus bas, voilà, c'est fluctuant. Donc il y a ces vues-là et il y a les partenariats. Alors les partenariats, difficile d'en avoir, j'en ai eu quelques-uns, notamment avec un partenaire qui est revenu, Skyend, mais en imaginaire adulte, avoir un partenariat rémunéré avec une maison d'édition, j'attends ça comme le messie, hein. Vraiment, j'ai l'impression que ça ne va jamais arriver. Pour cause, c'est parce que le milieu est vicieux, dans le sens que, comme plein de gens acceptent des SP sans dire rien du tout, pour l'instant, ils pourront toujours dire si t'acceptes pas, on donne à d'autres. Donc on est dans cette logique-là. En young adulte, en jeunesse, ça se fait beaucoup plus et ça paye plutôt bien. Pour le coup, Gallimard Jeunesse, moi j'avais eu un partenaire avec eux, voilà, c'était hyper propre, clair. En jeunesse, il y a des maisons d'édition comme PKJ, Gallimard et tout qui rémunèrent les influenceurs. En imaginaire adulte, nous, on est un peu salis. Voilà, pour le coup, on s'en fout un petit peu et c'est un peu du foutage de gueule. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bon, des fois je vais pas revenir sur les faits qu'on touche 0 € alors que tu fais des vues et que tu vends des nombres d'ouvrages quand même énormes pour juste recevoir un livre. Voilà, le temps de travail et tout ça, ce n'est pas du tout, en fait on n'est pas rémunéré. Les partenariats ne sont pas des contrats de travail, c'est des services presse comme on envoie aux journalistes. Et le problème c'est que dans certaines maisons d'édition, on a la contrainte de les publier des chroniques dans un temps imparti. Moi j'accepte dans certaines maisons d'édition, mais ça m'arrive d'être en retard et pour le coup j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours été très claire dès le début dans mes partenariats, je dis ce que je veux, quand je veux, et voilà, donc j'ai pas eu de problème avec ça. Je pense que le fait du nombre d'abonnés sur la chaîne fait que je peux avoir plus de poids potentiellement que des personnes qui ont un petit peu moins d'abonnés. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et il y a des maisons d'édition où en fait on nous demande de faire des chroniques de livres dans un temps imparti sans être rémunéré. Donc au niveau légal et du droit, on est sur, je trouve, une pente un petit peu, on est un peu sur un vide juridique, qui est un peu... on saute dedans, les éditeurs sautent dedans. Alors on est de la bonne chair à canon, parce que les micro-influenceurs, c'est des influenceurs qui vendent énormément au niveau marketing. C'est ce qui est très recherché par les entreprises maintenant, parce qu'ils se rendent compte que les gros influenceurs, ils vendent des produits, mais par exemple, un influenceur du livre va forcément vendre plus de bouquins qu'un influenceur histoire ou un influenceur beauté, ce genre de choses. Même s'il y a beaucoup plus d'abonnés, t'as quand même plus de chances de vendre ton produit spécialisé dans une branche, à des gens qui sont destinés à avoir ce produit. Donc ça c'est du marketing de base.
Et donc on a de l'exploitation. Voilà, il faut mettre les mots dessus, on est exploité parce qu'on nous demande de chroniquer des livres dans un temps, de les lire. Parfois j'ai eu aussi des éditeurs qui demandaient si c'était négatif de voir les chroniques avant. Alors moi ce que je dis, je suis respectueuse dans mes chroniques, mais il faudra s'attendre toujours à ce qu'il y ait du négatif dans mes chroniques. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des éditeurs qui ne veulent pas travailler avec moi, parce que je dois être un peu trop cassante ou que je suis là, trop exigeante sur certains points. Donc ça c'est un fait. Donc on n'est pas rémunéré. Voilà, notamment je peux parler en imaginaire adulte. Voilà. Alors après ça s'explique parce qu'il y a les indépendants. Alors je veux bien que les indépendants veulent pas nous payer. Pour les éditeurs des gros groupes, vu ce que l'édition gagne actuellement, c'est un peu du foutage de... Voilà. Voilà, donc on va pas mâcher ces mots. Et surtout, je vais vous prendre deux exemples. Alors là qui m'ont un petit peu choquée. Le premier, j'en rigole parce que c'était tellement comique. J'ai eu une proposition d'Hachette, voilà, qui était une proposition pour recevoir gratuitement des livres sur le Tolkien, mais c'était pas forcément des livres très essais, c'était plus des sortes de petits livres, j'allais dire même magasins de journaux, mais tu sais, sur... Non, c'était pas sur Tolkien, qu'est-ce que je raconte? Oui, il y avait sur Tolkien, et puis il y avait un truc sur les Vikings, il me semble. Je sais plus si c'était Hachette ou pas, mais j'ai eu 2 propositions comme ça. Et donc je dis ok, moi j'ai pas sollicité la demande, vous me proposez quelque chose, quel est le taux de rémunération? Il faut savoir que ce que je demande en rémunération est bien en dessous du SMIC heure, voilà. Temps de chroniquer, alors lire le livre, préparer la vidéo, parce que quand il y a un partenariat tu prépares ta vidéo quand même mieux que quand tu fais une vidéo comme ça, et les réseaux sociaux, gérer les commentaires, ça prend énormément de temps. Et la personne a dit on n'a pas de budget. Par contre, pour rémunérer un influenceur histoire et qui ont dû rémunérer très cher, il y a du budget. Voilà, donc à un moment, ils se foutent de nous, sachant que quand tu vois le chiffre d'affaires des maisons d'édition, t'as envie de rire. Pareil, autre exemple, j'en rigole. Hein. Anne Carrère, je sais jamais comment ça se nomme la maison d'édition, m'a envoyé un message, pareil, il publiait un bouquin qui avait l'air plutôt lié à l'imaginaire et tout. En plus, pour eux, je pense que je devais être une cible intéressante parce que comme je travaille avec La Volte et que je présente aussi des livres de littérature littéraire, on va dire de fantasy ou d'imaginaire, c'était une cible intéressante. Et donc je leur demande, pareil, sollicitation, quels sont vos critères de rémunération? Ils disent, on n'a pas de budget pour les blogueurs. Je vais donc dans Société Nouvelle Édition Anne Carrère, je lis, son effectif est compris entre 6 et 9 salariés, donc plutôt une petite maison d'édition. Sur l'année 2020, elle réalise un chiffre d'affaires de 2 923 900 €. Le total du bilan a augmenté de 110% entre 2019 et 2020. 2 millions de chiffre d'affaires et tu n'as pas de budget blogueur. À un moment, alors je sais que les éditeurs cherchent pas trop, du genre ils regardent notre contenu, ils regardent surtout notre nombre d'abonnés, mais à un moment tu te doutes bien qu'on fait quand même un petit peu de recherche. Je sais qu'Anne Carrière c'est une grosse maison d'édition, je sais qu'il y a de l'argent derrière. Me sortir le fait qu'il n'y a pas de budget de communication, je pense que les maisons d'édition devraient quand même un peu réfléchir sur leur manière de répondre à ça, parce qu'une maison indépendante qui a pas beaucoup d'argent ou qui a pas un budget de communication, je peux comprendre. Des groupes éditoriaux qui font des millions de chiffres d'affaires, quand t'as pas de budget pour les blogueurs, à un moment, essaye de trouver une justification qui va. Alors j'étais morte de rire en lisant ça, je me suis dit mais arrêtez de nous prendre pour des débiles, 2 minutes, vraiment, on nous prend pour des débiles. Et je me dis, c'est quand même ouf, quoi. Donc on en arrive à être totalement... Alors là, c'est vraiment des exemples du fait de les influenceurs du livre, notamment dans l'édition, on va dire, adulte. La young adulte, c'est un petit peu différent, ils ont évolué beaucoup plus. Parfois, tu te dis, oh, si j'avais fait de la young adulte, je gagnerais plus d'argent sur YouTube. C'est dommage d'avoir suivi une autre ligne, voilà, qui ne rémunère pas. Mais c'est triste d'en arriver là, c'est triste qu'on arrive dans cette exploitation, et je pensais que c'était important de vous dire en fait les réalités aussi du fait que les partenariats potentiellement que tu acceptes ne sont pas des partenariats liés au livre. Voilà, ce ne sont pas des partenariats liés au livre. Alors moi je reçois énormément de demandes de partenariats pour des trucs de merde, hein, le dropshipping, des machins et donc je suis extrêmement sélective, je vérifie et tout, machin... Voilà, j'ai déjà eu des propositions pour des jeux vidéo et tout, mais à un moment, je me suis dit, oh, ça me paraît bizarre, voilà, y a des trucs où tu te dis... Bah, c'est Paper qu'on a fait une story il y a pas très longtemps, genre qui parlait des propositions, mais what the fuck qu'on a, et du genre, dès que tu parles argent, et en plus, on parle pas de grosses sommes,
on parle pas de grosses sommes pour le travail que ça justifie. On a ce genre de réponse et j'ai envie de rire, quoi. J'ai envie de rire et j'ai envie que vous preniez conscience aussi de l'exploitation qu'il y a derrière aussi Booktube. Si vous voulez faire du Booktube pour gagner de l'argent, faites de la beauté. Faites de la beauté, faites autre chose, du lifestyle, des vlogs, voilà, peut-être. Mais c'est un peu triste d'en arriver là, donc voilà. C'était un peu le dernier argument que j'avais, c'était voilà la grosse vidéo bilan. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, je suis sûre que j'ai un peu mal parlé. C'est un truc un peu chill, hein. Pour le coup, j'ai pas préparé, j'ai juste marqué du genre les trucs qui me venaient en tête il y a 10 minutes. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aussi, si vous êtes d'accord ou non, pas de problème, et surtout si vous avez d'autres choses, vous en tant qu'abonné, j'aimerais bien savoir ce qui vous marque en positif ou en négatif sur Booktube. Voilà, est-ce que vous voyez une évolution? Parce que j'avais beaucoup aimé avec les précédentes vidéos, c'est d'avoir votre avis, parce que je vais pas vous le cacher, je regarde maintenant un peu moins Booktube, pour tout vous dire, je regarde que quelques personnes que j'apprécie. Je regarde beaucoup de vidéos de travaux, de rénovations, c'est ma passion en ce moment, et les trucs de true crime. Mais je suis pas une super grosse consommatrice de Booktube, je ne regarde pas Twitter parce que les seules fois où je suis allée sur Twitter, j'ai tapé le mot Booktube en français, quand je voyais la jalousie de certains, j'étais en mode ok, bon, on va peut-être pas traîner là-dessus, voilà. Et Instagram, je m'en suis un petit peu, voilà, je parle avec vous et tout, mais c'est pas trop mon délire. Voilà, je suis pas dans ce délire-là. Ça me revient en dernier, je voulais conclure par ça, mais ça c'est un avis que j'ai eu aussi, c'est que parfois sur Booktube, c'est bête à dire, mais parfois je me suis retrouvée dans un sentiment de solitude. Notamment avec l'imaginaire et tout, parfois je me suis dit, c'est un peu, j'ai l'impression d'être un enfant rejeté parfois, mais tu dis... ah bah on propose jamais de faire des lives avec telle ou telle personne, voilà. Et des fois tu te sens un peu, tu dis est-ce que t'as fait quelque chose de mal, est-ce que les gens t'apprécient pas, tu vois, même avec Booktube il y a un truc où t'es en mode, même si tu t'écartes et voilà, c'est pas moi qui fais forcément le premier pas, mais j'ai toujours eu cette impression d'être un peu mise sur le côté, à part avec certaines personnes avec qui je parle, mais notamment dans l'imaginaire, j'étais un peu en mode ok, bon je vais faire mes trucs dans mon coin parce que visiblement voilà, ça a pas l'air de passer, tu vois, avec certaines personnes et je le comprends pas trop. Et c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là une période, maintenant c'est pas... Bon, je m'en fous, tu vois, mais j'ai eu ce sentiment-là à un moment et j'étais en mode ok, bon, bah voilà, il faut aussi se dire que Booktube, on peut pas plaire à tout le monde, voilà, c'est sûr, on peut pas tous s'entendre et je comprends bien que ma personnalité ne peut pas accrocher forcément avec celle de tout le monde, ce qui est assez logique, parce que j'ai une personnalité propre à moi-même, voilà, mais voilà, c'était le dernier petit truc qui me revenait comme ça, en mode bah c'est dommage quoi, parce que j'aimerais partager avec d'autres personnes et bah tu te sens pas forcément, alors c'est peut-être moi parce que je suis assez timide de nature, mais tu te sens pas forcément inclus, tu vois, dedans. J'ai l'impression de faire ma victime là, je suis désolée, mais voilà, donc sur ce, bah voilà, je conclue là-dessus, on va arrêter avec ça. Je voulais vous remercier pour la campagne Ulule, voilà, n'hésitez pas à soutenir le projet, comme vous savez, les coûts de production c'est un peu compliqué en ce moment, et la campagne Ulule, nous, ça nous permet en fait pour les 3 Nord de survivre un peu jusqu'à ce que l'économie reprenne un petit peu, que les salons ça commence à regonfler et tout. Je vous mettrai la liste des salons sur l'Instagram, les mots de l'imaginaire, n'hésitez pas à me suivre, sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai blessé personne. C'est surtout ça, j'ai essayé voilà de pas blesser personne, et je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et une très bonne journée, et puis on se retrouve l'année prochaine pour en reparler. Il y aura peut-être d'autres mésaventures, mais je dois dire que il y a eu du très beau cette année. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des très belles choses et des très belles rencontres.